Bienvenue à tous. Donc le thème de ce soir, c'est faciliter le grand passage pour co-créer un monde meilleur. C'est la seconde partie et nous sommes avec Jean-Pierre Chamodeau. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Gwendoline. Alors Jean-Pierre, toi tu es kinésithérapeute, tu as fait 4 écoles d'ostéopathie, une école d'acupuncture et 20 ans d'enseignement au Qigong, du Qigong. Et donc tu es un chercheur avant tout sur l'étude de la physique quantique, de l'épigénétique et de la biophotonique. Et tu expliques comment, enfin surtout pourquoi et comment ça fonctionne. Donc voilà, tu as trouvé les créateurs de la technique de la LHCP, la libération holographique du cœur du péricarde. Donc je te propose qu'on reprenne là où on en était, peut-être faire un petit résumé comme tu l'as suggéré tout à l'heure avant le direct. Très bien. Écoute, j'ai pas besoin de rajouter quoi que ce soit. La présentation était parfaite. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est très rapidement résumer la dernière conférence. La dernière Vibra-conférence, on expliquait qu'on était dans un contexte scientifique historique très particulier puisque c'était l'avènement de la physique quantique. Et donc ça a remis en question beaucoup de choses sur la représentation de la réalité. Donc ça a remis en question la physique puisque les 5 principes de la physique classique que sont l'existence de l'espace du temps, la causalité, la détermination, la continuité et la conservation d'énergie ont été remis en question. Et donc ça a donné 5 nouveaux principes dont certains contredisent les principes de la physique classique. Les 5 principes de la physique quantique sont l'indétermination, l'indiscernabilité, l'indivisibilité, l'intrication et l'intemporalité. Et donc, alors attends, juste un instant. Oui. Il y a des mots que tu peux clarifier. Donc l'intrication. Je veux bien, mais on se lance dans les détails là. Alors l'intrication, j'en ai parlé puisque c'est la fameuse expérience qui fait basculer tout du professeur Alain Aspect, qui est physicien donc en France et qui a fait donc une expérience suite au paradoxe de EPR, donc de Einstein, et au théorème de Bell. Il a fait une expérience qui prouve qu'il n'y a pas de variable d'état, que la physique quantique est une science complète et en même temps que l'intrication, le phénomène d'intrication, c'est-à-dire de non-localité en fait, et donc l'intrication qui signifie simplement que nous sommes tous un parce que nous sommes tous reliés par des liens invisibles pour former une seule entité qui est l'univers. Voilà, c'est intéressant, tu vois, de clarifier certains mots pour qu'on puisse fonctionner avec tout ça. Tout à fait, exactement. Merci de me rappeler ce genre de choses parce que le but de l'opération, c'est de communiquer. Donc, si je vais un peu trop vite et je suis un peu trop dans mes idées à moi, n'hésite pas à me ramener sur Terre. Ce sera très bien. Donc, simplement, ces découvertes de la physique quantique change tout au niveau de la physique, mais ça change aussi quelque chose au niveau de notre identité. Et donc, on peut croire qu'on est un corps, un ego, séparé des autres corps et des autres égos. Ça, c'est l'ancienne physique, c'est l'ancien paradigme scientifique. Or, on a démontré que nous ne sommes pas qu'un corps de matière, mais que nous sommes beaucoup plus, c'est-à-dire un champ de conscience en interaction avec un corps physique, c'est-à-dire des cellules, et que l'interaction se fait par l'intermédiaire d'informations, l'eau étant l'interface entre le vide quantique et donc la cellule. Et donc, j'avais fait on avait posé la question, qu'est-ce que c'est que la conscience? Qu'est-ce que c'est que le champ de conscience? J'avais fait toute une enquête sur la conscience et on pensait qu'il y avait une conscience individuelle, plusieurs consciences individuelles, dans des consciences collectives, etc. Donc, ça faisait beaucoup de conscience, tout ça. Et finalement, les physiciens sont tous arrivés à la conclusion qu'en fait, c'est nous, avec notre mental, qui divisons la conscience en morceaux, mais en fait, il y a une seule et même conscience, qui est la conscience de l'univers, que les physiciens appellent le vide quantique. Voilà. Donc, c'est très simple, il y a un vide quantique, nous sommes ce vide quantique, et en interaction avec des cellules que nous sommes également. Et l'interaction se fait par l'intermédiaire de l'information.
Et ça va changer beaucoup de choses au niveau de l'identité parce que ça veut dire que nous sommes la conscience universelle et non pas une conscience individuelle. Donc, les grands physiciens qui ont parlé dans ce sens sont Erwin Schrödinger, David Bohm et donc Alain Aspect qui a démontré l'intrication et le fait que nous soyons tous un. Alors donc, on avait dit qu'est-ce que ça change? Ben, ça change la physique, ça change notre identité et ce changement d'identité, qu'est-ce que ça change? Eh ben, ça change que c'est vraiment vital, que si nous sommes la conscience universelle incarnée dans un corps et quelques cellules, eh bien, cette conscience universelle, pour arriver dans ce corps, elle a subi quelque chose qu'on appelle l'involution. Et donc, j'ai parlé d'involution donc à la dernière fois, je ne vais pas recommencer la conférence sur l'involution, mais l'involution arrive au fait qu'on arrive sur une illusion d'une fausse identité qu'on appelle l'ego. Hein. Donc, dans l'involution, on chute vers le mental, puis on chute vers l'ego, et on finit par croire qu'on est l'ego. Et ça, c'est vraiment à la base de toutes les souffrances. Donc ça, c'est quand on est dans des vibrations très basses. Quand on vibre beaucoup plus élevé, voilà, on peut réaliser ses projets. Mais quand on descend comme ça… Alors, quand on s'incarne, on passe par là, et surtout quand on apprend à parler, bien, on joue au jeu des étiquetages, on te montre ça, puis on dit que c'est un stylo, puis on te montre ton corps du doigt, puis on dit Gwénoline. Et Gwénoline a cru à un moment donné de sa vie qu'elle était ce corps. Hein. Et donc, tout le monde est passé par là, tout le monde est passé par l'apprentissage du langage, donc tout le monde a évolué, et ça fait partie des choses normales quand on s'incarne sur cette terre. Mais le problème, c'est que comme ça a des inconvénients, eh bien, donc, l'intérêt, c'est d'évoluer tout en restant sur Terre, bien vivant, et pour pouvoir retrouver notre véritable identité. Et donc, l'involution, c'est la perte de l'identité, et l'évolution, c'est retrouver sa véritable identité, tout simplement. Alors, donc, voilà, on parlait de tout ça. On disait qu'il y avait quand même des enjeux, parce que si on pense qu'on est notre ego, eh ben, on pense qu'on va naître et mourir, et donc on a peur de la mort. Et donc, on n'est pas en sécurité. Et ça va être à l'origine de violence. Et ça va être tellement à l'origine de violence que ça met en jeu la survie de l'humanité actuellement. Et il est important de faire cette prise de conscience par rapport à notre identité, justement pour donner quelques chances à notre humanité de survivre. Puisque quand on est dans une identité d'ego, on est forcément tourné vers la violence, la guerre et la mort. Et donc, la physique quantique, justement, nous amène dans une logique de sécurité, puisqu'elle nous dit que nous sommes l'océan de conscience, la conscience universelle, donc immortelle. Donc, c'est un peu rassurant si on le sait intellectuellement, mais ça suffit pas, il faut vraiment le vivre en tant qu'expérience pour être vraiment rassuré. Et donc, ça amène forcément, si tout objet de matière est une partie de moi, je vais forcément être dans une logique de respect et d'amour pour tout ce qui m'entoure au niveau de la matière. Voilà. Donc, évidemment, dans ces cas-là, je vais respecter l'autre et je vais respecter notre planète. Et ça va peut-être nous amener quelques chances de faire ce passage. Et comme le dit André Malraux, eh bien, le 21e siècle sera spirituel, il ne sera pas. C'est bien de cela dont il parlait. Voilà, donc ça change autre chose aussi, ça change tout au niveau de la biologie cellulaire, puisque jusqu'à l'arrivée de la physique quantique, la biologie cellulaire n'avait compris la cellule qu'à travers la chimie. Or, il se trouve que maintenant, grâce à la physique quantique, eh bien, on va comprendre la cellule à travers les ondes électromagnétiques, c'est-à-dire à travers le subtil, et ça va donner une nouvelle biologie cellulaire, puisqu'on a démontré que les ondes électromagnétiques guidaient les réactions chimiques, contrôlaient les réactions chimiques. Donc, les ondes électromagnétiques sont beaucoup plus importantes que la chimie. Et si on fait biologie cellulaire plus physique quantique, ça donne l'épigénétique et ça donne une prise de conscience majeure au niveau de comment fonctionnent nos cellules. Et comme, en plus, notre santé dépend de nos cellules et que la clé de notre santé, de notre bien-être, c'est la cellule,
eh bien là, ça va nous donner quand même des modes d'emploi beaucoup plus intéressants. Et donc, forcément, si on arrive à mieux comprendre la cellule, forcément, on va mieux comprendre la médecine. Et la médecine qui était restée sur la chimie, ben, fait partie de l'ancien paradigme. Et la nouvelle médecine, eh bien, la nouvelle médecine, elle est soit énergétique, avec, on va s'occuper d'ondes électromagnétiques, soit encore mieux, à un autre niveau, une médecine quantique, puisqu'elle va agir à un niveau informationnel. Hein. Et donc, quand on sait que 95% des maladies sont d'origine informationnelle, on va peut-être enfin trouver des solutions intéressantes en termes de médecine. Alors, voilà un petit peu ce que j'avais dit la dernière fois. Et donc, maintenant, c'était quelle était ma participation au grand changement avec la libération holographique du cœur péricarde que je souhaite vous présenter. Hein. Eh bien, donc, simplement qu'effectivement, ma propre recherche m'a amené à explorer le nouveau paradigme scientifique et à arriver à la conclusion que je choisissais le nouveau paradigme scientifique et je renonçais à l'ancien paradigme scientifique. Et tout ça, eh ben, ça m'a amené à changer radicalement dans ma compréhension de la réalité et ça va remettre tout en question. Et à partir de ça, de cette conversion à la physique quantique, si vous voulez, eh bien, je vais en déduire des stratégies complètement nouvelles et de choisir des outils complètement nouveaux également. Voilà. Donc, pour définir donc mes orientations, ça a changé pas mal de choses. J'ai dû redéfinir ce que c'était qu'un être humain. On en avait parlé donc la dernière fois. Redéfinir ce que c'était qu'un champ de conscience. Redéfinir ce que c'était que la conscience, c'est-à-dire un feedback entre le vide quantique et la matière. Redéfinir qu'est-ce que c'était que le bien-être. Je disais que le bien-être, c'était pas avoir des endorphines dans le sang, mais que le bien-être, c'était avoir des cellules grandes et ouvertes. Ensuite, de redéfinir le problème, ben, quand vous êtes mal, ça s'appelle le mal-être, et donc quand ça va un peu plus loin, ce sont les pathologies. Et donc, on parlait de douleur, on parlait de tension, on parlait de plein de choses vraiment désagréables que vous avez bien expérimentées. Et donc, redéfinir une solution par rapport à ces problèmes à travers cette nouvelle vision de la réalité, eh bien, ça va être quelque chose de fondamental. Je pense que je vais quand même insister une petite minute sur cet aspect-là, puisque donc la physique matérialiste, la manière matérialiste de considérer la réalité, va nous amener à être négatif. C'est-à-dire que la médecine, qui est dans cet ancien paradigme, va désigner, et ça c'est le diagnostic, l'ennemi, c'est-à-dire le problème, le symptôme ou la pathologie, et lutter contre cet ennemi qu'est le symptôme pour l'abattre et pour gagner la guerre. Et donc ça aboutit à quoi? Ben, ça aboutit à la mort. Donc c'est cette logique qui va avec l'ancienne physique. Alors que si on passe à travers la physique quantique, eh bien on va donc renoncer à cette orientation, à cette stratégie négative, pour adopter une stratégie positive, c'est-à-dire grâce aux symptômes que nous considérons comme des amis, nous allons pouvoir définir les besoins pour les combler, c'est-à-dire aimer, et donc gagner la paix. Parce que quand vous avez soif et que vous buvez un verre d'eau, vous apaisez votre soif et vous retrouvez la paix simplement parce que vous avez comblé le besoin. Donc, il s'agit de faciliter le bien-être, donc, la paix, l'amour, la joie, l'abondance, la gratitude, le partage, la contribution, et donc sa conséquence, la santé. Et quand vous avez rétabli, comblé les besoins, eh bien, vous avez rétabli la paix, vous ressentez la paix, vous ressentez l'amour, et donc la vie fonctionne au maximum. Vous avez été au service de la vie. Donc voilà, ce changement d'orientation est fondamental. J'ai un peu insisté dessus parce que ça me semblait très important. C'est très bien. Hein? Voilà. Alors, donc, quand on veut aimer, c'est-à-dire combler les besoins, eh bien, la première chose qu'on va se poser comme question, c'est de chercher la cause des problèmes. Pourquoi ces douleurs? Pourquoi ces rétractions? Pourquoi, etc. Eh bien, si on veut trouver une solution, ben, il faut, si la solution c'est de combler les besoins, ben, il faut bien faire connaissance avec les besoins
quels sont-ils? Eh bien, donc, si on remonte dans les causes, eh bien, on a le mal-être, les pathologies qui sont dues à quoi? Au fait que les cellules ne communiquent plus avec le champ de conscience et que l'information ne passe pas. Et pourquoi l'information ne passe pas? Eh bien, parce que les cellules se sont fermées et rétractées. Et pourquoi les cellules se sont fermées et rétractées? Bien, parce que donc nous avons sécrété dans le sang des hormones de stress. Et pourquoi est-ce qu'on a sécrété des hormones de stress? Eh bien, parce qu'on vit dans un environnement qui est stressant, qui est agressant. Hein. Et pourquoi nous, êtres humains, avons-nous créé un environnement stressant? Tout simplement parce que nous avons un système de croyance sur notre identité. Nous pensons que nous sommes l'ego, que nous sommes ce corps, et nous agissons pour notre intérêt au détriment de l'intérêt de l'autre. Et ça donne toutes les guerres qu'on connaît, y compris contre la planète. Donc, voilà. Donc, si on a défini ces causes, on va pouvoir agir à tous les niveaux des causes, c'est-à-dire adopter des stratégies. Et donc, des stratégies qui sont complètement différentes de la stratégie de la médecine classique. Hein, la première stratégie, c'est faciliter le bien-être cellulaire. Bon, ça n'intéresse pas trop la médecine à première vue. La deuxième, pour faciliter le bien-être cellulaire, ben, il faut faciliter le bien-être informationnel, c'est-à-dire il faut que la cellule soit reconnectée au champ de conscience et que l'information passe. Pour faciliter la bonne circulation de l'info, ben, il faut rétablir les cellules et les reconnecter. Et pour les rétablir, eh ben, il faut qu'elles s'ouvrent et qu'elles grandissent, qu'elles augmentent de volume. Et donc, pour que il n'y ait pas de sécrétion d'hormones de stress, eh ben, il faut rétablir un environnement intérieur sain, c'est-à-dire, là, on va rentrer dans les détails tout à l'heure, rétablir un environnement extérieur aussi sain, c'est-à-dire œuvrer pour la paix. Donc, il va falloir aussi qu'on facilite l'évolution, puisqu'on a vu qu'on était une conscience qui évoluait. Donc, l'évolution va nous permettre de changer l'environnement et d'amener un environnement sain. Voilà. Après, donc, ça, c'est des stratégies. Et donc, comment on va s'y prendre pour ramener le bien-être cellulaire, en fait, et comment on va s'y prendre pour aimer les cellules, en un mot, c'est un petit peu ça. Eh bien, donc, la stratégie numéro 7, ça va être d'œuvrer sur le champ et non pas sur la cellule, c'est-à-dire sur le corps physique. Donc, on va pas œuvrer sur la matière, mais on va œuvrer sur le champ. Évidemment, je vous donne que les têtes de chapitre et on va rentrer dans les détails tout à l'heure. Hein. Mais c'est pour vous donner une vision globale et synthétique des choses. La stratégie numéro 8, ça va être d'œuvrer avec l'information, puisque l'épigénétique a démontré que c'était la seule chose qui avait un impact sur la cellule, l'information. Donc, on va œuvrer avec l'information. Puis après, on se demande si l'information, c'est l'information qui est due aux molécules chimiques ou si c'est l'information qui est transportée par les ondes électromagnétiques. Donc, il y a toute une étude qui a été faite là-dessus. Et donc, on va laisser tomber, renoncer à la chimie pour adopter les ondes électromagnétiques. Et puis après, donc, on voit bien qu'il y a eu des machines avec des ondes électromagnétiques qui sont extraordinairement efficaces, mais qui présentent certains dangers. Donc, ce qui m'a amené, moi, à abandonner ces machines pour les remplacer par un autre outil qui est encore plus performant, qui est ma propre conscience. Et l'intérêt de ma propre conscience, c'est que je contrôle les informations que j'envoie aux cellules. Et que, alors que si j'ai une machine, je ne sais pas ce que le constructeur a mis dans la machine comme information et ce qui passe, qui peut passer à mon insu, évidemment. Donc, je ne veux pas être complice avec une aggravation sous prétexte qu'il y a des informations négatives dans une machine. Et donc, c'est la raison pour laquelle je trouve que pour l'autonomie et pour la sécurité, eh bien, il va être important d'utiliser sa propre conscience pour envoyer des informations aux cellules et pour rétablir le bien-être cellulaire. Donc ça, c'est encore une autre stratégie. Donc les outils de la conscience, stratégie numéro 10, c'est œuvrer avec les outils quantiques. Et qu'est-ce que c'est que les outils quantiques? C'est l'effet observateur, donc l'intention, ça on va en parler. Et puis, ça suffit pas d'avoir des outils quantiques, mais en plus, il faut recréer l'unité. Et j'expliquerai comment on s'y prend pour recréer l'unité, de telle sorte que l'intention soit efficace et que l'effet observateur soit au maximum de l'efficacité. Et enfin, quand on aura rétabli l'unité et quand on aura utilisé les outils quantiques, si on reste que local, on va se rendre compte que ça marche pas ou que ça marche pas assez bien. Et que si on veut vraiment avoir une action parfaite sur un endroit du corps, on va être obligé d'utiliser ces outils quantiques
dans un contexte d'unité, mais d'une manière globale, et ça va nous amener à l'holisme, à l'action holistique et holographique. Voilà toutes les stratégies que j'ai dû adopter et qui sont des stratégies complètement inhabituelles pour la médecine. Alors, donc, après, maintenant, je rentre un peu plus dans les détails. Quand je redéfinis le bien-être et que je dis que le bien-être, c'est pas avoir des endorphines, mais c'est bien d'être connecté et de recevoir les informations. Donc, est-ce que tu peux partager le fichier, c'est ça? alors maintenant, je vais partager le fichier, oui, parce que on va en revenir, on va rentrer dans une analyse un peu plus précise. Puis, ça va donner plus de réalité que vous ayez un visuel à quoi vous vous raccrochez. Voilà. Alors, je vais vous donner justement le diaporama. Là, je pense que très bien. Bien. Très bien. Donc, on était parti du fait que la dernière fois, j'avais fait un diaporama où je montrais la conséquence de la rétraction de la cellule qui amenait finalement un raccourcissement des tissus mous, et que ce raccourcissement des tissus mous, j'avais montré des planches anatomiques où je montrais les conséquences des rétractions des tissus mous et comment ces rétractions des tissus mous apportaient des pathologies. J'avais parlé de péricardite, j'avais parlé d'hypertension due aux rétractions tissulaires, j'avais parlé de troubles du rythme cardiaque dû aux rétractions tissulaires, je parlais des infarctus du myocarde, je parlais des lésions ostéopathiques qui étaient dues aux rétractions tissulaires et des douleurs que ça impliquait. Bref, je vous ai donné une liste complète des pathologies et de tous les bobos qu'on pouvait avoir à cause des rétractions tissulaires. Et donc, les bobos, c'est dû à des rétractions tissulaires, c'est la première cause. Mais si on regarde pourquoi il y avait des rétractions tissulaires, eh bien, il faut qu'on regarde dans un microscope et on se rend compte que c'est parce que la cellule s'est rétractée. Donc, la cause des rétractions tissulaires, c'est la rétraction de la cellule. Or, il se trouve que la rétraction de la cellule se fait en même temps que la fermeture cellulaire, et la cause de la rétraction et de la fermeture cellulaire, c'est la présence d'hormones de stress dans le sang. Et puis, donc, si on continue, la cause de la présence d'hormones de stress dans le sang, et ça, c'est l'épigénétique qui nous l'apprend, parce qu'on en a des preuves, eh bien, c'est que on a l'esprit. Alors, l'esprit, vous vous rappelez, c'est un champ, c'est pas de la matière, et un champ qui a les caractéristiques d'un hologramme. Hein. Et donc, il y a l'esprit qui interprète les événements extérieurs neutres. Pourquoi? Parce que dans votre subconscient, vous avez stocké des mémoires négatives. Quand vous avez une expérience négative, par exemple, vous vous faites violer quand vous avez 8 ans, eh bien, une fois que cette mémoire est stockée dans le subconscient, dès que vous avez un homme qui approche, vous pensez qu'il va vous violer alors qu'il n'a aucune intention négative particulière. Ce qui fait que ça vous pourrit le reste de la vie. C'est ce qu'on appelle les remontées de mémoire. Et donc, quand vous avez une remontée de mémoire et que ça, vous dites c'est dangereux alors que ça ne l'est pas, eh bien, vous sécrétez des hormones de stress. Et puis, alors après, on s'est demandé aussi, mais pourquoi est-ce qu'on a stocké dans notre subconscient des mémoires négatives? Ben, tout simplement parce que l'environnement extérieur est négatif. Et ça, c'est la cause de la cause de la cause de la cause. Et pourquoi est-ce qu'il est négatif? On arrive enfin à l'involution, c'est-à-dire à la perte d'identité. Nous sommes en réalité l'océan de conscience, l'océan universel de conscience, et nous pensons que nous sommes l'ego et tout part de là, tous les problèmes partent de là. Alors, quand on a fait ces 7 couches de causes, évidemment, on va redéfinir une nouvelle stratégie en fonction de ces 7 couches. Donc, si la numéro 7, c'est qu'on a involué, ben, on va en déduire qu'il va être intéressant d'évoluer. Et donc, ça va nous amener donc
comment est-ce qu'on va évoluer? Ça va être l'amour, ça va être le service et ça va être la méditation. Alors pourquoi? Parce que l'ego, il faut avoir le schéma sur l'involution pour comprendre ça. L'ego, c'est le repli du mental sur lui-même. Donc, si on se replie sur soi-même, on finit par avoir un ego. Et donc, une bonne manière de ne pas se replier sur soi-même, c'est d'aller vers les autres et d'être dans l'amour et le service. Et là, donc, on arrête de se replier sur soi et donc, on va pouvoir peut-être dépasser le stade de l'ego. Et donc, au-dessus de l'ego, il y a le mental. Il y a le mental qui réfléchit, qui coupe en morceaux et qui regarde à l'extérieur, qui compare, etc. Eh bien, si on veut que le mental, si on veut passer au-dessus du mental, il va être nécessaire de regarder à l'intérieur et non plus de regarder à l'extérieur. Et ça, c'est la méditation. Alors, évidemment, ça ne fait pas partie de la libération holographique du cœur péricarde, mais il faut savoir que les résultats qu'on obtient avec la libération holographique du cœur péricarde, c'est un état de conscience qui est proche de l'état méditatif. Et donc, conclusion, l'ALHP va contribuer. Alors, quand je dis contribuer, je dis seulement contribuer et je ne suis pas un maître de sagesse. Les maîtres de sagesse, les vrais, je veux dire, sont les seules habilités, à mon avis, à pouvoir faciliter une évolution parce que eux, ils ont vécu l'expérience complète d'avoir retrouvé leur identité propre. Alors, je sais bien qu'il y a des faux prophètes, qu'il y a des faux gourous, des choses comme ça, mais ça n'empêche que les maîtres de sagesse, à mon avis, sont les seules habilités pour pouvoir nous amener jusqu'à notre véritable identité. Maintenant, la LHCP va y contribuer, mais rien de plus, et je ne suis pas donc un maître de sagesse. Ça, je crois que c'est important de le dire. Donc, on va agir à l'échelle numéro 6 des causes, c'est-à-dire on va améliorer l'environnement extérieur. Hein. Bon, donc si on veut éviter les sécrétions d'hormones de stress, ce serait bien que ce soit un peu plus paisible autour de nous. Hein. Ce serait peut-être un peu intéressant d'œuvrer pour la paix et non pas d'œuvrer contre la guerre, comme le dit Mère Teresa. Ça, je l'explique plus tard. Donc, combler les besoins des autres, respecter les limites des autres, ça fait partie d'œuvrer sur l'environnement extérieur. Comment la LHP peut nous aider? Eh bien, simplement à la fin d'une séance, quand on a le cœur ouvert et qu'on rayonne, eh bien, on est en contact avec notre envie de contribuer au bien-être de tout le monde, tout simplement. Et c'est en cela que la LHP peut aider. Ça n'empêche que vous avez quand même à faire ce que vous avez à faire. Si on descend d'une case au niveau de la cause, on voudrait œuvrer pour l'environnement intérieur. Pourquoi est-ce que votre subconscient a stocké des mémoires négatives? Eh bien, donc, pour les mauvaises expériences, pour le conditionnement, pour tous ces trucs-là. Et donc, si c'est les mémoires négatives qui sont à l'origine de l'interprétation négative de l'esprit d'un environnement neutre, qui fait que vous sécrétez des hormones de stress, eh bien, pour éviter la sécrétion d'hormones de stress, il faut éviter une interprétation négative. Et pour éviter l'interprétation négative, il faut vider le stockage des mémoires négatives qui se trouvent dans le subconscient. Donc, ça, c'est la première chose. Et la libération holographique du cœur péricarde participe activement à cette libération des mémoires négatives. Et puis, en plus, donc, calmer le mental, c'est l'amour, la méditation, combler ses propres besoins, respecter ses propres limites. C'est pas parce que vous allez recevoir un soin en LHCP que vous êtes dispensé de vous aimer. Et puis, là, si on descend dans les couches des causes, donc comment empêcher l'interprétation négative de l'esprit d'un événement neutre? C'est possible si on supprime les mémoires négatives, donc c'est ce que je viens d'expliquer. Dans la couche en dessous, est-ce qu'on peut empêcher la sécrétion de l'hormone de stress quand il y a une interprétation négative? Ben oui, si on libère les mémoires négatives, mais en cas d'un environnement stressant, si quelqu'un vous agresse, la solution, c'est de se libérer de l'environnement stressant et d'agir sur l'environnement. Alors donc, vous voyez que c'est un ensemble. Si on descend d'une couche, on sait que c'est à cause que la sécrétion d'hormones ferme les cellules et fait diminuer de volume. Si on veut que la cellule soit reconnectée et que l'information circule, on a
à œuvrer pour ouvrir la cellule, hein, donc pour faciliter la complétude et pour que la complétude, c'est-à-dire le contact avec le champ de conscience qu'on appelle l'âme, or l'âme c'est l'amour, la paix, la joie, et donc si vous êtes à nouveau en contact avec cette âme que vous êtes, lorsque les cellules s'ouvrent, eh bien vous ressentez quelque chose de très agréable qu'on appelle le bien-être. Et puis d'autre part, quand la cellule s'ouvre, elle est reconnectée au champ de conscience qu'on appelle le champ morphogénétique, et le champ morphogénétique donne simplement le mode d'emploi aux cellules pour fonctionner correctement. Et si les cellules reçoivent le mode d'emploi, elles fonctionnent à nouveau correctement, ce qui fait que toutes les pathologies d'origine physiologique disparaissent. Donc, on va donc œuvrer sur le comportement cellulaire aussi, non seulement pour ouvrir les cellules, mais pour qu'elles retrouvent leur volume. Et quand elles retrouvent leur volume, eh bien, elles se remplissent d'eau. Donc, il faut savoir que l'eau qu'on appelle morphogénétique, c'est de l'information. Donc, quand la cellule est petite et rétractée, qu'elle perd du volume, elle perd de l'eau, elle perd de l'information, et donc elle perd du mode d'emploi et elle perd du bien-être. Et donc, quand la cellule augmente de volume, elle récupère l'eau qui peut à nouveau stocker l'information et l'information circule correctement. Et enfin, lorsque les cellules grandissent, eh bien, les tissus se rallongent et tous les problèmes d'origine anatomique disparaissent. Et donc, disparition des pathologies d'origine anatomique. Donc, les tensions, les déformations, les lésions ostéopathiques et les douleurs. Voilà. Et puis, donc, on disait la première cause, c'était le tissu trop court. Est-ce que c'est utile de tirer sur les tissus pour les rallonger? Ben, pas du tout, parce qu'il suffit d'intervenir sur le comportement cellulaire pour que les tissus se rallongent tout seuls. Et moi, on m'avait appris, donc, quand j'étais kiné, à prendre le tissu par les deux extrémités puis à tirer dessus. Et je constatais que de toute manière, ça ne marchait pas. Voilà. Alors, par contre, j'ai constaté que quand j'agis sur le comportement cellulaire, ben, les cellules s'ouvrent, grandissent de volume et que les tissus se rallongent tout seuls. Et voilà. Donc, on a vu un peu les stratégies en fonction des causes, vous voyez. Donc, en conclusion, on facilite l'évolution avec la LHCP, on facilite l'accent sur l'environnement extérieur, on œuvre sur l'environnement intérieur, on empêche une interprétation négative de l'esprit, on empêche la sécrétion d'hormones de stress, on modifie le comportement cellulaire et on rallonge les tissus. Voilà ce que fait la LHCP en résumé. Alors, bon, maintenant, ce serait peut-être intéressant qu'on rentre dans les détails. Alors, pourquoi est-ce qu'on va renoncer on va donc redéfinir une solution positive, c'est renoncer aux solutions négatives. Donc, la première solution négative, c'est qu'on voulait changer la cellule. Parce que, vous voyez, il faut raisonner un peu ce que nous a appris l'épigénétique récemment. C'est quelque chose qui, à mon avis, est fondamental. On ressemble un petit peu à des huîtres, si vous voulez. Et une huître qui est en parfaite santé, c'est-à-dire qui est normale. Eh bien, quand vous mettez une huître normale dans des conditions normales, c'est-à-dire d'amour, eh bien, elle réagit normalement, c'est-à-dire elle s'ouvre. Et si cette huître qui est parfaitement normale, vous la mettez dans un environnement anormal, c'est-à-dire stressant et agressant, eh bien, elle réagit normalement au stress, qui est anormal, en se fermant. Et donc, ça veut dire simplement que ce que nous apporte l'épigénétique, c'est qu'elle a prouvé que 95% de la population a des cellules normales, c'est-à-dire des cellules qui fonctionnent parfaitement. Alors, là, ce qui est bizarre, c'est que si 95% de la population a des cellules qui fonctionnent parfaitement, mais que 100% de la population est malade, là, il y a un problème. On peut se poser la question pourquoi? Eh bien, parce que le problème ne vient pas des cellules, tout simplement. Et donc, si le problème ne vient pas de la cellule et que la cellule est parfaite, on ne voit pas pourquoi on va changer la cellule. Hein? Parce que ce qu'essaye de faire une médecine qui marche sur la tête, ce serait d'interdire à une cellule de se fermer et de se rétracter quand il y a des hormones de stress, puisque c'est normal qu'une cellule se ferme et se rétracte quand il y a des hormones de stress. Hein? On avait vu la dernière fois que c'était simplement pour échapper au lion et que ça faisait partie des possibilités qui étaient importantes qu'on puisse avoir. Donc, si on comprend ça, on est forcément
on va renoncer à toute stratégie qui consiste à changer la cellule. On va donc respecter la normalité de la cellule, la garder telle qu'elle est, cette cellule, hein, mais par contre changer l'environnement, puisque c'est uniquement l'environnement qui fait que la cellule se ferme. Et donc l'environnement, c'est l'information. Et pour que donc il faut que l'environnement redevienne normal, c'est-à-dire cette huître normale qui est dans un environnement anormal stressant. On va la déplacer dans un environnement normal et non stressant, et elle va s'ouvrir d'une manière tout à fait normale et être en parfaite santé. Donc, cet aspect-là me semble vraiment très important parce que je pense que c'est vraiment primordial de comprendre cet aspect-là. Oui, et tu vois, il y a Christine aussi qui dit, est-ce qu'on grandit en taille? Alors, j'avais dit la dernière fois que dans les résultats de la séance, effectivement, on prend 2 cm à 2 cm et demi à la fin de la séance. Mmh. Voilà. Alors, on pourrait expliquer pourquoi, mais là, je pense qu'on peut continuer peut-être. Oui, bien sûr, c'était juste une question qui arrivait. Donc, voilà, comme c'est participatif, on peut continuer maintenant. Tout à fait, il n'y a aucun souci. Donc, il y a une deuxième erreur à laquelle on va devoir renoncer, c'est ce que fait la médecine officielle actuellement, c'est de lutter contre les symptômes, parce qu'elle considère que le symptôme, c'est quelque chose de négatif, c'est un ennemi qu'il faut abattre. Alors, lutter, c'est négatif, contre, c'est négatif, et la pathologie, c'est négatif. Donc, sortir de cette négativité, pourquoi est-ce qu'on va sortir de cette négativité? Parce que c'est violent de lutter contre les pathologies. Donc, c'est le fait d'ignorer la réalité qui est l'intrication quantique, qui est l'unité, c'est ça qui amène le non-respect de la vie et de la violence. Hein. Donc, c'est la même violence qu'on a quand on détruit un arbre parce qu'on s'imagine indépendant de l'arbre. En fait, on détruit une partie de nous-mêmes. Le scientifique qui casse de la matière et des molécules pour les étudier utilise la même violence et le même aveuglement. Et la médecine qui lutte contre les pathologies, la maladie, les agents pathogènes, les virus, les symptômes, c'est la même chose. Alors, donc on va renoncer à lutter contre les pathologies parce que c'est violent, tout simplement. Et ça, si c'était que ça, mais en plus, c'est complètement inefficace de lutter contre les pathologies. Et donc, il y a un maître en Aikido qui disait, celui qui veut se battre a perdu le contact avec l'univers. Si tu essaies de dominer les autres, tu as déjà perdu. Nous avons à apprendre comment résoudre un conflit et non pas comment le provoquer. Comment est-ce que j'ai pu, moi, vérifier par l'expérience que lutter contre les pathologies était négatif? Eh bien, j'expliquais la dernière fois l'histoire du compas. Vous savez, vous avez 2 branches d'un compas et entre les 2 branches, vous avez un muscle, un tissu mou, si vous voulez. Si le muscle est très court, eh bien, on va ouvrir, par exemple, à gauche. Le muscle ne mesure que 3 cm de longueur, ce qui fait qu'on ne peut ouvrir le compas que jusqu'à 45 degrés. Et à partir de 45 degrés, il est bloqué, il ne veut pas s'ouvrir plus. Si par contre, le muscle entre les 2 branches du compas mesure 6 cm, on peut ouvrir le compas à 90 degrés. Et s'il est de 8 cm, on peut l'ouvrir à 180 degrés. Autrement dit, l'angle d'ouverture du compas exprime la longueur du tissu. Et voilà la manière dont je vérifie si je suis efficace ou pas dans l'art de rallonger les tissus. Simplement, ce que vous voyez, le compas, ça représente une épaule. Et quand je teste l'épaule et que ça bloque très vite, à 45 degrés, et si ce que je fais n'augmente pas l'amplitude, c'est que c'est pas bon. Si ce que je fais augmente l'amplitude, c'est que c'est bon, tout simplement. Donc, j'ai quelque chose qui est quantifiable et mesurable, qui me permet de vérifier si, quand je lutte contre une rétraction tissulaire en tirant comme un marteau sur ce tissu, ça ne marche pas. Tout simplement parce que s'il y a une rétraction de 5 cm, quand je tire sur le tissu, je rallonge d'1 millimètre au bout d'une heure et 1 heure après, ce millimètre que j'ai récupéré, je le perds et je suis à nouveau complètement rétracté. Voilà. Voilà pourquoi j'ai vérifié que de lutter contre les rétractions tissulaires, ça ne marchait pas. Alors, pourquoi lutter contre les symptômes? Ça, on va y renoncer, parce que c'est violent, parce que c'est inefficace. Mais non seulement c'est inefficace, mais c'est contre-productif. Et donc, Mère Teresa, j'en ai pris conscience le jour où j'ai entendu cette
citation de Mère Teresa. Elle disait, je n'irai pas à une manifestation contre la guerre, mais si vous faites une manifestation pour la paix, invitez-moi. Et à l'époque, je me disais, mais c'est joli ce qu'elle dit, mais ça veut dire quoi cette histoire? Et j'ai compris quand j'ai pratiqué le Qigong pendant une vingtaine d'années, je me suis rendu compte que Qigong, c'est Qi l'énergie, Gong le travail. Donc c'est un art martial interne chinois qui fait circuler l'énergie, qui augmente la quantité d'énergie et qui transmute l'énergie en plusieurs qualités. Bien, eh bien, quand j'enseignais le Qigong, à chaque fois que je me concentrais sur ma main gauche, l'énergie allait dans ma main gauche. Si je me concentre sur mon pied droit, l'énergie va vers mon pied droit. Autrement dit, l'énergie va exactement sur l'endroit où je me focalise. Et quand j'ai compris ça, j'ai fait le lien avec ce que disait Mère Teresa, parce qu'elle disait qu'elle voulait pas manifester contre la guerre. Pourquoi? Parce que quand elle manifeste contre la guerre, elle se focalise sur la guerre, donc elle envoie son énergie à la guerre grossit et elle obtient le résultat inverse de celui qu'elle veut. C'est ce que fait la médecine en luttant contre les pathologies. Et c'est pour ça que ça marche pas. Et donc, pourquoi Mère Teresa veut absolument manifester pour la paix? Tout simplement parce que quand elle se focalise sur la paix, elle nourrit la paix grossit, et pendant qu'elle nourrit la paix, qu'elle fait grossir la paix, ben elle ne nourrit pas la guerre qui finit par maigrir et qui finit par disparaître. Donc, si lutter contre, c'est contre-productif, et qu'on va donc y renoncer, puis on va choisir autre chose à la place. Et enfin, pourquoi est-ce qu'on va renoncer à lutter contre? Eh bien parce que quand on est dans cette logique de séparation, on ignore complètement les interactions qui sont dans le subtil, et notamment les interactions avec l'information. Or, comme c'est justement l'information qui a l'impact le plus important, ben, on ignore la manière d'agir la plus efficace sur les cellules, tout simplement. Alors donc, ok, donc on va renoncer à lutter contre, puis on va remplacer ça par quoi? Eh bien, on va remplacer ça par le bien-être, par œuvrer pour le bien-être. Alors évidemment, ça nous amène à redéfinir le bien-être. Comme je le disais, le bien-être, c'est pas avoir le sang plein d'endorphines parce qu'on a tellement fait souffrir son corps en faisant du sport qu'il a sécrété des endorphines pour se protéger contre la souffrance. Il faut savoir que les endorphines, c'est une molécule proche de la morphine, c'est-à-dire quelque chose qui vous anesthésie et qui va dire à votre cerveau que vous êtes bien et détendu alors que vous êtes mal et crispé. Donc j'appelle ça un paradis artificiel. Et en plus, la morphine, comme toutes les drogues, rend dépendant. Si c'est ça qu'on appelle le bien-être, eh bien je ne m'associe pas à cette définition du bien-être. Donc le bien-être, j'ai préféré une définition épigénétique du bien-être. C'est quand on est dans la complétude, c'est-à-dire quand l'information passe, c'est-à-dire quand on a et quand l'information passe, eh bien, on va être dans la complétude, c'est-à-dire en contact avec le champ du vide quantique, le champ universel, et donc ça va nous amener à évoluer et à retrouver la santé. Donc voilà la vraie définition du bien-être pour moi, et c'est selon cette définition que je vais en déduire ma stratégie. Eh bien, au lieu de changer la cellule, bon, on va la garder telle qu'elle est puisqu'elle est parfaite, et on va faciliter son bien-être, et donc on va combler ses besoins. Et donc, pour faciliter le bien-être, eh bien, il faut lui amener les informations dont elle a besoin, et donc il est nécessaire de la reconnecter. Et comment est-ce qu'on va la reconnecter? Eh bien, simplement en lui donnant ce dont elle a besoin, en lui donnant de l'amour pour qu'elle puisse s'ouvrir. Alors maintenant, comment œuvrer pour faciliter le bien-être tissulaire? Voilà, on va commencer à rentrer dans les détails, dans les choses un petit peu plus concrètes. Donc, comment on va s'y prendre? Eh bien, déjà, je vais commencer par renoncer à quelque chose qu'on fait habituellement en médecine, c'est-à-dire à agir directement sur la cellule, autrement dit, agir en tant que corps sur le corps. Pourquoi je vais renoncer à ça? Parce que ça ne marche pas, ça je l'ai constaté dans mon expérience. Et si on renonce à agir sur le corps, c'est-à-dire sur la cellule elle-même, sur quoi est-ce qu'on va agir? Eh bien, on va agir sur la conscience de l'organe, sur la conscience de la cellule, sur le champ de conscience. Alors, pourquoi est-ce qu'on va agir sur le champ de conscience? Simplement parce que la conscience gouverne la matière, et ça c'est Einstein qui le dit, seul le champ gouverne la particule. Quand on sait que le champ c'est la conscience et que la particule c'est la matière, on a compris que la conscience gouverne la matière, c'est-à-dire que la conscience gouverne le corps. Si on veut comprendre comment ça marche,
Eh bien, c'est très simple. On s'imagine que je saupoudre de la limaille de fer sur une feuille de papier. Et donc, cette limaille de fer se répand de manière aléatoire. Par contre, si je mets un aimant sous la feuille de papier, eh bien, on constate que la limaille de fer prend la forme du champ. Autrement dit, la limaille de fer, c'est le corps, et la forme du corps, c'est-à-dire la limaille de fer, est déterminée par le champ magnétique qui est le champ invisible, qui est la conscience. Autrement dit, c'est la conscience qui donne la forme au corps. Et donc, si vous voulez changer la forme du corps parce qu'elle ne vous convient pas, eh bien, si vous agissez en tant que corps sur le corps, avec votre main, vous prenez la limaille de fer et vous l'écartez. Ben, vous vous rendez compte que dès que vous lâchez la limaille de fer, elle revient à sa place. Parce que tout simplement, si vous voulez changer la forme de la limaille de fer, vous n'y arriverez qu'en changeant l'aimant, c'est-à-dire qu'en changeant le champ magnétique. C'est-à-dire, si vous voulez changer quoi que ce soit dans la cellule de matière, vous êtes obligé d'agir sur le champ de conscience qu'on appelle morphogénétique. Alors ça a quand même des bases scientifiques, vous voyez. Et puis en épigénétique, Bruce Lipton dit que Newton a rejeté l'esprit, mais que l'épigénétique a démontré et a donné les preuves qu'il faut absolument reprendre l'esprit quand vous savez que l'esprit, c'est la conscience, c'est le champ, vous avez tout compris. Et donc, il faut reprendre l'esprit et le mettre au-dessus du corps car il est la formation invisible qui contrôle le corps physique. Et là, on a donc, Bruce Lipton a donné toutes les preuves, il a démonté le mécanisme et on sait exactement comment ça fonctionne. Donc, vous voyez, ça fait quand même beaucoup de convergence de beaucoup de scientifiques qui vont dans la même direction. Si vous avez entendu parler de Régis Dutheil, L'homme superlumineux, je vous conseille de lire ce livre. Eh bien, lui, il dit qu'il y a des particules qui sont toujours au-dessus de la vitesse de la lumière, qu'on appelle les tachyons, et notre conscience est constituée de tachyons. Et il y a des particules qui sont toujours en dessous de la vitesse de la lumière, qu'on appelle des bradyons, et notre corps physique, c'est-à-dire nos cellules, sont constituées de bradyons. Et entre la conscience tachyonique superlumineuse et le corps infralumineux, ben vous avez l'information qui est véhiculée par les photons, et les photons vont à la vitesse de la lumière comme on le sait. Donc, vous voyez, ça fait 3 univers différents, et nous, êtres humains, sommes dans ces 3 univers différents. Et Régis Dutheil dit tout simplement que quand la conscience superlumineuse passe à travers le mur de la lumière, elle se projette en dessous de la vitesse de la lumière comme une image. Autrement dit, le corps n'est qu'une image de la conscience. Mais cette image présente les caractéristiques d'un hologramme. C'est la raison pour laquelle on peut résumer par le corps est une image holographique de notre conscience projetée à travers le mur de la lumière. Alors, évidemment, ça va avoir des conséquences parce que si vous vous rappelez à quoi ça ressemble un projecteur de diapositive, donc vous avez un écran et l'écran, c'est celui qui va recevoir l'image. Vous avez un projecteur de diapo et donc dès que vous mettez une diapo au niveau du projecteur, ben, vous avez l'image qui arrive sur l'écran. Autrement dit, sur l'écran, vous avez une image et l'image qui est sur l'écran symbolise le corps. Et donc, le projecteur de diapo symbolise la conscience. Donc, si vous voyez qu'un corps ne vous plaît pas, que l'image du corps ne vous plaît pas, on va parler de pathologie corporelle. Si vous êtes médecin et que vous pensez que vous n'êtes que de la matière, c'est-à-dire que l'image, eh bien, en tant que corps, vous allez vous diriger vers le corps de votre patient, c'est-à-dire vers l'écran, et vous allez essayer avec votre main de faire passer l'image. Eh bien, vous allez vous rendre compte que l'image ne bouge pas. Si par contre, vous êtes médecin et si vous voulez changer l'image, si vous savez que vous êtes une conscience et un corps, et que votre patient c'est une conscience et un corps, eh bien, vous allez avec votre conscience vous diriger vers la conscience de votre patient, c'est-à-dire vous allez appuyer avec le doigt de votre conscience sur le bouton de la conscience du projecteur de diapo, mais vous regardez en même temps l'écran, c'est-à-dire le corps, pour voir si ça marche. Et quand vous appuyez sur le bouton du projecteur de diapo, vous apercevez que la diapositive change. Je viens de vous démontrer que si on prend ce modèle, ben quand on agit en tant que corps sur le corps, ça ne marche pas, et que la seule manière que ça fonctionne réellement, c'est qu'on agisse en tant que conscience sur la conscience. Donc voilà pourquoi j'ai choisi pour la LHCP d'agir sur le champ de conscience et non pas sur la cellule elle-même.
Donc ça, c'est vrai que c'est un peu original, c'est pas encore très répandu. Maintenant, on a compris qu'on va aller agir sur le champ de conscience et on peut se demander comment on peut agir sur le champ de conscience pour modifier le comportement cellulaire. Et alors là, bien évidemment, c'est là que la physique quantique intervient, parce que c'est là que les outils nous sont donnés par la physique quantique. Tesla le disait avant, d'ailleurs, il disait, si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes de fréquences, d'énergie, de vibration. Qu'est-ce que c'est, les fréquences, l'énergie, la vibration? C'est la physique quantique, tout simplement. Alors, vous avez aussi le professeur Marc-Henri, qui est professeur de physique quantique à Strasbourg, et qui dit que dans la cellule, l'ordre de grandeur est l'ordre du nanomètre, et qu'à cette échelle, ce sont les lois de la physique quantique qui règnent. Donc, si la cellule obéit aux lois de la physique quantique, qu'est-ce que vient faire la chimie dans cette histoire? Donc, si on veut comprendre le fonctionnement d'une cellule, il faut faire de la physique quantique et non pas de la chimie. Et donc, évidemment, ça révolutionne la biologie cellulaire, puisque les biologistes cellulaires n'ont pas de formation en physique quantique. Et donc, vous avez des gens qui sont allés un peu plus loin, qui ont fait de la biophotonique et qui disent que si on introduit les notions de champ énergétique et ondulatoire dans la biologie, eh bien, elle sort des descriptions basées uniquement sur la chimie et que donc qu'elle tient compte des données de la nouvelle physique qui est la physique quantique. Alors évidemment, quand j'ai appris ça, je me suis dit, est-ce qu'il y a des scientifiques qui sont biologistes cellulaires et qui ont introduit la physique quantique dans la biologie cellulaire? Et là, quand j'ai découvert Bruce Lipton, eh bien, j'ai découvert ce que je cherchais. Alors, il est évident que je ne vais pas vous parler de physique, d'épigénétique ce soir. On est là pour survoler, hein. Je vais faire une conférence uniquement sur l'épigénétique pour vous aider à comprendre l'importance de ce qu'a découvert Bruce Lipton. Mais simplement, si vous voulez savoir ce qu'on appelle la primauté du signal, ça veut dire simplement que la seule chose qui agit sur la cellule, c'est l'information. Mais il faut savoir que Bruce Lipton a démontré, il a prouvé, il a démonté le mécanisme, il explique exactement comment ça se passe, que si vous voulez, ce qui fait que la cellule fonctionne, c'est les molécules qui sont à l'intérieur, qui sont des protéines. Et que la molécule, c'est un peu comme une voiture. La molécule, elle remplit une fonction. Ben, la voiture, sa fonction, c'est de nous déplacer d'un endroit à un autre. Mais la cellule ne fonctionne, cette molécule ne fonctionne, c'est-à-dire la voiture ne peut fonctionner que si nous avons la clé de contact. Or, la clé de contact, c'est quoi? C'est l'information. Donc, si on a une belle voiture sans la clé de contact, elle ne marche pas. Pour que ça marche, mais il faut avoir une belle voiture, c'est-à-dire une molécule correcte, mais en plus, il faut avoir l'information qui va faire fonctionner la molécule. Alors, donc, ça veut dire simplement que l'information fait fonctionner la molécule correctement, mais ça va plus loin puisque l'information va agir sur une découverte de l'épigénétique qu'on appelle la lecture du gène, c'est-à-dire qu'il faut bien la construire, cette voiture, et dans le noyau, cette molécule qu'on appelle donc la protéine, et donc il faut savoir que le plan de construction de la voiture, c'est-à-dire de la protéine, est dans le noyau, et c'est ce qu'on appelle l'ADN. C'est l'ADN qui donne le plan de construction de la voiture. C'est ce qu'on appelle la lecture du gène. Donc, l'ARN va dans le noyau, va faire une photocopie du plan de construction de la voiture et va retourner dans le ribosome pour la chaîne de montage des voitures, c'est-à-dire de la molécule. Et donc, si vous voulez, sur le gène, il y a une sorte de manche. C'est comme si le gène, c'était mon bras et que par-dessus mon bras, il y a une manche. Et donc, on appelle ça la protéine réglementaire. Si la manche est descendue, on ne peut pas lire le gène qui est sur le bras, on ne peut pas faire de photocopie et on ne peut pas fabriquer la molécule. Pour que ce soit possible, il faut que la manche se retrousse pour qu'on puisse faire la photocopie. Et qu'est-ce qui fait que la manche se relève ou se descend? C'est encore l'information. Donc l'information contrôle le fonctionnement de la molécule, mais il contrôle aussi la photocopie du plan de construction de la voiture, donc la construction de la voiture. Et enfin, eh bien, Bruce Lipton a démontré que l'information peut réécrire le gène, c'est-à-dire peut changer le plan de construction de la voiture. Et donc, c'est pour vous dire que l'information contrôle parfaitement la cellule et que la cellule est entièrement contrôlée par l'information.
Donc ça, c'était pour amener l'idée que la seule chose qui agit sur la cellule, c'est l'information. Donc, on va agir sur le champ de conscience avec quoi? Ben, on va agir sur le champ de conscience avec l'information. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de l'information maintenant? Alors donc, on va œuvrer avec l'information, c'est-à-dire apporter les informations positives pour que les cellules puissent s'ouvrir et qu'elles puissent fonctionner correctement et qu'on puisse sentir le bien-être. Et puis, on va en profiter d'ouvrir les cellules pour retirer les mauvaises informations. Vous savez, les informations négatives qui se sont stockées non seulement dans le subconscient, mais dans les cellules. Donc, voilà ce qu'on va faire avec les informations. Alors après, on peut se poser la question avec quel type d'informations on va agir sur le champ, parce qu'il faut savoir qu'il y a deux types d'informations. Il y a les informations qui sont fournies par les molécules chimiques. Ce sont les ondes électromagnétiques qui sont émises par les molécules chimiques. Mais il y a aussi des informations qui peuvent être véhiculées par les champs électromagnétiques qui sont invisibles. Et donc, il y a eu des quantités de recherches qui ont été faites qui m'ont permis de choisir. Il y a une nouvelle médecine avec toutes les expériences de Jacques Benveniste, et là, je vais faire une conférence complète là-dessus, qui prouve que effectivement, ce n'est pas que, si vous voulez, ce n'est pas la réaction chimique dans la molécule qui est le principe actif de médicaments, mais en vérité, il y a une onde électromagnétique qui est émise par chaque molécule, et cette onde électromagnétique peut être enregistrée dans l'eau et peut être restituée. Et donc, le principe actif, c'est l'onde électromagnétique et non pas la molécule elle-même. Alors, évidemment, ça n'a pas fait plaisir au lobby de la chimie. Et donc, le professeur Luc Montagnier, qui est prix Nobel de médecine, a continué. Il a fait une autre expérience qu'on appelle transduction d'ADN, c'est-à-dire qu'il a pu reconstituer une molécule d'ADN à partir d'ondes électromagnétiques, mais ça, j'en parlerai plus tard. Il y a l'épreuve de l'épigénétique, donc de Bruce Lipton, et donc ça concerne toute la conférence que je fais sur l'épigénétique. Il y a l'épreuve de la biochimie, de la biologie moléculaire et de la biophysique, le docteur Tian Hov-Song, et je rentrerai dans les détails quand je donnerai cette conférence. Et il y a enfin l'épreuve de la biophotonique avec Ashna Kef, Masaki Kobayashi. Alors voilà, donc, conclusion, eh bien, je vais laisser tomber la chimie et la molécule chimique en tant que signal, et je vais adopter le signal électromagnétique. Alors maintenant que j'ai choisi le signal électromagnétique, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec ces ondes électromagnétiques? Ben, il faut savoir qu'il y a des scientifiques qui se sont penchés sur la question, notamment des scientifiques qui font de la biophotonique. Voilà pourquoi la biophotonique m'a beaucoup intéressé. Et bon, il y a un chercheur chinois qui s'est amusé à mettre l'information génétique d'un canard dans des ondes électromagnétiques ultra haute fréquence, qui a projeté ces ondes électromagnétiques ultra haute fréquence avec le code génétique d'un canard sur des œufs de poule, et les poussins qui sont sortis des œufs de poule avaient la tête plate, les pieds palmés, et le cou qui était long. Donc, voilà ce qu'on peut faire avec des ondes électromagnétiques. Maintenant, ce même scientifique chinois a réussi à transférer des informations de guérison de rajeunissement à son père. Son père n'avait plus de cheveux, les cheveux ont repoussé blancs, puis ils sont redevenus noirs, et ses dents ont repoussé. Donc, voilà ce qu'on peut faire avec des ondes électromagnétiques. Maintenant, il y a un monsieur qui s'appelle Budagovsky qui a guéri des framboisiers atteints de cancer simplement en projetant un hologramme portant l'information de la plante saine. Et Garayev, qui est un autre scientifique, a détruit des pancréas de rats, et donc il a envoyé des rayons laser avec l'information d'un pancréas sain, et il a donc envoyé en plus des cellules souches, et donc les rats ont reconstitué complètement leur pancréas à partir des cellules souches. Donc voilà ce qu'on peut faire avec des ondes électromagnétiques alors qu'on nous donne toujours de la chimie. Donc c'est vrai que ce type de médecine avec des appareils, avec des ondes électromagnétiques est vraiment très intéressant, donne d'excellents résultats et est tellement efficace, eh bien que j'en suis arrivé à m'en méfier, effectivement, parce que je vais vous expliquer pourquoi j'ai renoncé à ces machines. Tout simplement parce qu'il y a des inconvénients, c'est-à-dire qu'on est dépendant d'une technologie
on est dépendant de l'argent parce que ça coûte cher. C'est comme l'informatique, il faut faire des mises à jour, il faut changer d'appareil. Quand vous changez un appareil, vous devez changer le logiciel, etc. C'est la course à l'armement. On n'en finit pas. Et puis il y a autre chose qui me semble encore plus importante, c'est que effectivement, dans les machines, nous ne contrôlons pas les informations qui sont téléchargées dans les machines et qui sont transmises à nos patients. Donc, je ne veux pas me rendre complice si un constructeur souhaite faire passer des informations négatives à travers ces machines, du style de nous favoriser, par exemple, l'esclavage des gens. Donc, c'est pour toutes ces raisons que j'ai renoncé aux machines. Évidemment, si je renonce aux machines, il faut que je propose des choses à la place. Et donc, comme je veux toujours envoyer des informations au champ de conscience de l'organe, ben, je les envoie comment si je ne les envoie pas par des machines? Eh bien, je vais les envoyer avec ma conscience personnellement. Et l'intérêt, c'est que j'ai pas à payer quoi que ce soit d'outillage, j'ai pas de mise à jour à faire. C'est avec ma conscience que j'envoie les informations. Et l'autre intérêt, c'est que je contrôle les informations. Alors, évidemment, ça veut dire que plus je vais être évolué, moins je vais être égotique et plus les informations que je vais pouvoir envoyer à mes patients seront de nature positive. Alors, donc, c'est bien beau tout ça, on envoie, j'ai choisi la conscience. Et donc, pourquoi j'ai choisi la conscience? Ben, c'est peut-être pas tout à fait par hasard. Et quand j'ai fait de l'ostéopathie, j'ai eu deux professeurs qui m'ont vaguement montré des choses qui m'ont complètement semblé étranges. Poyet m'a fait remettre à distance des vertèbres. Donc ça, c'est pas compatible avec la physique classique. Par contre, ça s'explique parfaitement avec la physique quantique. Et Montserrat Gascon m'a fait remettre des vertèbres en parlant aux vertèbres. Vous voyez que c'est quand même un peu bizarre et c'est étrange, mais d'un point de vue matérialiste, ça paraît fou. Mais du point de vue de la physique quantique, c'est parfaitement explicable et parfaitement logique. Alors donc, à partir de cette action à distance par le geste, par la pensée, par la visualisation avec Poyet et puis par le verbe avec Montserrat Gascon, je me suis dit ça c'est intéressant à développer, c'était pas tellement au point et donc je me suis j'ai étudié ça de plus près. Alors, comment est-ce que c'est possible de pouvoir remettre une vertèbre à distance par la voix ou simplement par la visualisation, par la pensée? Bien, pour ça, il faut comprendre la physique quantique. Et la physique quantique nous dit que nous sommes une conscience et que notre conscience est créatrice. Alors, et ça, la physique quantique l'a prouvé. C'est les fameuses expériences de la double fente. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails puisque ici, on ne fait que survoler, mais je vais donner une conférence uniquement sur la physique quantique où je vais expliquer tout ça. Donc, simplement, au début, on se demande... Vous voyez sur le schéma, à droite, vous avez un écran avec deux raies lumineuses. Et puis, vous avez ici un carton avec deux fentes. Et à gauche, vous avez des particules lumineuses qui sont projetées. Hein? Alors, donc, on ne savait pas en 1801 si la lumière était corpusculaire, c'est-à-dire matérielle, ou ondulatoire, c'est-à-dire immatérielle. Et donc, on se disait, si elle est corpusculaire, c'est comme si on envoie des billes à travers deux fentes, eh bien, forcément, sur l'écran, il y a deux raies lumineuses. Par contre, si la lumière est ondulatoire, si elle passe par les deux fentes, eh bien, il va y avoir des interférences. Et au niveau des interférences des deux ondes, c'est plus lumineux et ça nous donne 5 barres lumineuses. Hein? Et donc, ils ont fait l'expérience. Et pour la première expérience, ils ont trouvé 5 barres lumineuses et ils en ont conclu provisoirement que la lumière était ondulatoire. Le problème, c'est que ils ont inventé après un appareil qui projetait des photons, parce que par la suite, on a su que les photons existaient, et qui projetait les photons un à un, et on s'attendait à avoir une barre lumineuse, puisque les photons partaient un à un, et on s'est retrouvé avec 5 barres lumineuses. Autrement dit, le photon passait par les deux trous et interférait avec lui-même. Et comme ça semblait un peu étrange,
ils ont construit un appareil pour surveiller que faisait le photon. Et là, ils sont allés encore un peu plus dans l'étrange, parce que quand un observateur regardait à travers l'appareil, d'un seul coup, on passait de 5 barres lumineuses à 2 barres lumineuses. Autrement dit, la lumière qui était de nature ondulatoire se transformait en particules de matière. Autrement dit, l'observateur, par la simple observation, transformait une onde potentielle, qui était immatérielle, en matière, en particules de lumière. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont démontré que la conscience était créatrice et qu'avec notre conscience, par le simple fait qu'on observe, eh bien, on crée la matière. D'où le nom effet observateur. Alors, évidemment, quand on a compris ça, on se dit, ce serait super si j'agis en tant que conscience, que je me serve de l'effet observateur pour pouvoir avoir un impact sur le comportement de la cellule. Et effectivement, donc si on regarde le physicien Fred Wolf, il dit des choses très importantes. Il dit, l'observation n'est rien d'autre qu'une action qui oblige à faire un choix. Alors ça, je vous expliquerai ça quand je ferai de la physique quantique. Et l'effet observateur est un attribut de la conscience et il se produit aussi bien au niveau conscient que de l'inconscient. Autrement dit, là, vous venez d'apprendre que si votre subconscient est chargé d'informations négatives, ce sont des ondes potentielles, eh bien, à partir de l'observation de ces ondes potentielles négatives, vous créez un monde matériel négatif sous forme d'un corps malade et sous forme d'un environnement agressif. Et d'une manière inconsciente, c'est-à-dire que ça vous plaise ou pas, vous êtes créateur et vous créez des choses négatives parce que vous avez stocké en mémoire, dans votre subconscient, des mémoires négatives. Et là où ça devient intéressant, et c'est là que ça va nous laisser un espoir, c'est que ce même physicien nous dit les processus inconscients peuvent être altérés par l'intention consciente, soit en nous-mêmes, soit chez une autre personne. C'est-à-dire que si moi j'utilise l'intention, je peux effectivement peut-être intervenir pour que les gens arrêtent de créer du négatif et qu'ils arrivent à créer du positif. Et donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à étudier les choses de manière un peu plus sérieuse. Alors, j'expliquerai aussi pendant cette même conférence pourquoi la LHCP est une méthode quantique. Alors, très simple, très rapidement, elle utilise l'information, elle utilise la conscience et l'effet observateur, elle agit par l'intention, elle reçoit et envoie des informations, et surtout, elle satisfait les 5 principes de la physique quantique que nous étudierons pendant cette conférence. Donc, effectivement, si j'ai choisi l'effet observateur, comment ça marche concrètement, parce qu'il faut bien arriver à des choses concrètes un jour, eh bien, c'est comme quand vous faites du tir à l'arc, l'intention, il y a de l'information plus de l'énergie. Là, si vous avez, par exemple, vous faites du tir à l'arc, le fait de viser une cible plutôt qu'une autre, ça s'appelle l'information. Et le fait de bander l'arc pour que la flèche parte, ça s'appelle de l'énergie. Autrement dit, l'intention marche avec de l'information plus de l'énergie. Donc, sur plan pratique, on peut utiliser l'image de l'arc, mais elle nous fait croire qu'il suffit d'avoir une intention d'une fraction de seconde, parce que au moment où on a lâché la flèche, eh bien la flèche part, on n'a plus à s'en occuper. Or, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Si on veut être plus proche de la réalité, il faut considérer l'intention comme un jet d'eau. Et quand vous visez une cible avec un jet d'eau, eh bien vous devez maintenir le jet d'eau dans la cible pendant un certain temps. Et là, on va avoir une vision un peu plus précise de ce que c'est que l'acte de créer par l'intention. Alors évidemment, quand j'ai compris que ça fonctionnait l'intention, eh bien, je me suis posé des questions. Est-ce qu'il existe des preuves scientifiques qu'on puisse agir par l'intention sur les cellules et que ça change quelque chose au comportement cellulaire? Et c'est là que j'ai rencontré le docteur Leonard Lasko, qui est médecin américain, chercheur, et qui a fait des expériences assez intéressantes. Il a travaillé sur des bactéries, vous savez, ces petites bestioles qu'on trouve dans les fromages et qui nous donnent la dysenterie. Eh bien, il a travaillé sur cette bactérie et il leur a demandé par l'intention
l'intention par la pensée, eh bien, de réduire leur taux de croissance. Et donc, simplement, il a obtenu un résultat de 20% de baisse du taux de croissance parce qu'il avait émis une intention par la pensée. Il a recommencé la même expérience avec donc une intention par la pensée, mais en plus, il a visualisé que le nombre de bactéries diminuait et il s'est retrouvé avec un résultat de 40% de réduction du taux de croissance. Et donc ça, c'est des résultats statistiques sur de nombreuses expériences qu'il a faites. Alors moi, à l'époque, j'utilisais l'intention par la pensée, comme lui, c'est-à-dire 20% d'efficacité, et l'intention par le toucher, c'est-à-dire 20% en plus l'intention par le verbe 20%, plus l'intention par la visualisation 20%, et si on fait le total, ça fait 80%. Donc voilà pourquoi, dans la LHCP, je suis efficace. Donc, j'ai additionné, quand j'utilise les 4 intentions en même temps, je suis 4 fois plus efficace. Alors, est-ce qu'il y a d'autres règles pour augmenter l'efficacité? Ben oui, et on va arriver à des choses. C'est l'amour et l'holographique qui vont faire que je vais être encore plus efficace. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer que l'amour peut accroître l'efficacité de l'action? Eh bien, tout simplement grâce aux recherches de Leonard Lasko, qui était chercheur à l'Institut Ars-Mars en Californie, et cet institut a mis au point la cohérence cardiaque. Il faut savoir que, bon, j'expliquerai ça dans une conférence dans les détails parce que j'ai pas le temps de vous raconter tout ça, mais il faut savoir que quand vous êtes dans l'amour, il y a une cohérence entre les fréquences du cœur, du cerveau et de la respiration, et que quand vous êtes dans un état de cohérence, vous êtes puissant avec votre intention comme un rayon laser. Quand une lumière est cohérente, elle devient beaucoup plus puissante. La lumière cohérente, c'est le rayon laser, qui est bien plus puissante que la lumière blanche. Eh bien, quand vous êtes en cohérence cardiaque, vous êtes avec votre intention 10 fois plus puissant. Donc, voilà une première chose. Et ça sert à quoi de se mettre en cohérence cardiaque? Eh bien, ça sert à accroître l'intensité de l'intention, mais ça sert aussi à créer un champ d'amour avec les cellules. Et quand vous créez un champ d'amour avec les cellules, en fait, vous établissez le contact entre la conscience de la cellule que vous souhaitez traiter et votre propre conscience. Et votre conscience se met en résonance, c'est-à-dire elle vibre à la même fréquence. C'est ce qu'on appelle en physique quantique de deuxième quantification une cohérence de phase. Et quand vous êtes dans une cohérence de phase, ça s'appelle réaliser l'unité entre deux consciences. Et si par exemple vous avez vous savez, les nuages d'oiseaux, quand ils sont en cohérence de phase, eh bien, ils tournent tous en même temps, comme dans les bancs de poissons. Ça, c'est quand toutes les consciences sont branchées sur la même longueur d'onde. Eh bien, qu'est-ce qui se passe quand on est sur la même longueur d'onde? L'information passe beaucoup mieux. Et donc, on est plus efficace dans le passage de l'information. Et enfin, donc, pourquoi l'amour? Parce que ça accroît l'intensité de l'intention, parce que ça permet un phénomène de résonance qui accroît la transmission de l'information, et enfin parce que vous allez réveiller des mémoires, mais des mémoires positives. Il faut savoir que les cellules ont été conçues dans l'amour, et quand vous créez un champ d'amour, elles se rappellent la perfection, ces cellules, dans laquelle elles étaient lorsqu'elles ont été créées. Donc voilà pourquoi on va créer l'unité grâce à l'amour, va nous permettre d'augmenter l'efficacité de l'intention. Et donc, dans la libération holographique du cœur pyricade, j'utilise l'intention de plusieurs manières, et notamment par ce que j'appelle le toucher quantique. Et donc, ça m'a obligé de mettre au point un toucher qui est complètement différent du toucher habituel. Habituellement, quand vous êtes médecin, infirmière, quand vous êtes kinésithérapeute, masseur, bien, vous utilisez le toucher matérialiste, corporel, c'est-à-dire c'est un corps qui touche un corps. Et moi, ce que j'ai mis au point, c'est un toucher dans lequel c'est la conscience qui touche la conscience. Et donc, ça change tout parce que ça va nous permettre des tas de choses. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, évidemment. Je vous exposerai ça dans la conférence qui est prévue à cet effet. Mais sachez que qu'il y a quand même un protocole très précis pour ce toucher quantique, donc je vous en parlerai, et qui a des avantages qui sont assez intéressants, parce que au lieu,
de faire, je vais faire venir le champ de conscience que je souhaite traiter dans mes mains et non pas me déplacer vers le champ de conscience. Là, du coup, ça m'évite des efforts, mais surtout, ça fait que je vais pouvoir soigner les gens à distance, même s'ils sont à 10 000 km de chez moi. Et ça, pour ça, ben, j'utilise simplement le principe numéro 4 de la physique quantique qu'on appelle l'intrication. Donc, les soins à distance, très faciles de sentir et d'agir à distance quand on sait se servir de ce toucher quantique. Et surtout, ça nous permet d'atteindre des régions du corps qui sont hors d'atteinte des mains. Par exemple, je peux, grâce à ça, aller scanner chaque partie du cerveau et agir sur chaque partie du cerveau, mais également sur chaque artère coronaire, sur chaque centimètre de chaque artère coronaire, ce qui va me permettre de faire de la prévention au niveau des infarctus du myocarde. Et donc, grâce à ce toucher quantique, je vais pouvoir agir sur tout ce que je veux agir et non pas être limité par un toucher matériel qui est vraiment extrêmement limité. Alors, il y a plein d'autres avantages pour le toucher quantique. J'ai découvert grâce à tout ce toucher que je sens beaucoup mieux les os, et notamment quand on est ostéopathe, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Et je sens tellement mieux que j'ai pu découvrir que les vertèbres sacrées qu'oxygène n'étaient pas soudées, mais qu'elles pouvaient être en lésion les unes par rapport aux autres, ce qui me permet de soigner des pathologies que les ostéopathes ne savent pas soigner. Donc, je peux aussi sélectionner une partie de l'organe souhaité, par exemple pour les poumons, je ne peux appeler dans mes mains que les alvéoles ou que les bronchioles ou que les bronches, et ça va me permettre d'être beaucoup plus précis sur les zones que je vais traiter. Ensuite, il y a des zones, par exemple, vous avez fait retirer un ovaire à gauche, mais vous avez fait retirer l'ovaire physique, mais il reste l'ovaire énergétique ou le champ de conscience de l'ovaire, si vous préférez, qui peut être complètement rétracté et bloquer une hanche physique. Eh bien là, je vais pouvoir traiter cet ovaire, ce champ de conscience de l'ovaire qui est resté et débloquer la hanche grâce à ça. Et puis, ça m'est arrivé, si je traite la conscience, c'est-à-dire le champ de conscience, c'est-à-dire l'âme, eh bien, il faut savoir que l'âme, elle a eu plusieurs corps d'hommes et de femmes et que cette âme, elle possède tous les attributs sexuels, que c'est vrai que si vous êtes une femme, votre corps n'a que les attributs sexuels féminins, mais votre âme, elle a les deux attributs. Et j'ai trouvé très très souvent chez des femmes des problèmes de prostate. Alors je suis parfaitement au courant que les femmes n'ont pas de prostate physique, mais elles ont une prostate énergétique, et quand cette prostate énergétique est rétractée, eh bien elles se lèvent la nuit pour les uriner, ce qui est un syndrome prostatique, et en plus ça bloque leur hanche, et elles vont avoir des prothèses de hanche à cause d'un problème de prostate. Alors évidemment, quand je traite la prostate, ben, ça débloque les hanches, mais en même temps, la séance d'après, elles reviennent en me disant c'est très intéressant parce que je peux passer des nuits complètes sans me relever pour aller uriner. Et donc, avec ce toucher quantique, on peut agir sur les points d'acupuncture, sur les points de Pouillet, etc. Donc, beaucoup d'avantages. Donc, une fois que j'utilise le toucher, ben, je rajoute en plus le verbe, intention par le toucher et le geste, plus l'intention par le verbe. Et donc, ça, c'est des formules magiques et des prières. Alors, qui m'ont valu le surnom de l'homme qui murmure à l'oreille des cellules. Je rentrerai dans les détails. Voilà une formule magique. Eh bien, cette formule magique, il m'a fallu connaître Léonard Lascaux pour dire pour harmoniser, connaître Nassim Haramein pour dire tous les niveaux fractals, Montserrat Gascon 2 pour les os, les organes ou les tissus, ou des points d'acupuncture, ça c'est grâce à Maurice Poirier et Robert Courbon, et de son tissu vasculaire grâce à Bruce Lipton, je rentrais dans les détails, et de ces fascias grâce aux scientifiques récents qui ont fait des découvertes toutes récentes sur les fascias. Donc, vous voyez qu'une formule magique, c'est bien beau de comprendre que quand on parle aux cellules, ça marche, mais c'est encore mieux de comprendre comment est-ce qu'on peut parler aux cellules et qu'est-ce qu'il faut leur dire pour obtenir ce qu'on souhaite. Et puis enfin, c'est vrai que si j'agis en tant que Dieu de mes cellules, eh bien, je peux faire appel à un Dieu d'un niveau fractal au-dessus. Et donc, la formule magique se transforme en prière et donc, j'ai été très intéressé par l'approche de Ho'oponopono, donc je parlerai dans une conférence. Et donc, la formule magique s'est transformée en prière. Et donc, voilà la prière que je fais. Et donc, ces formules magiques, je les donne. Et si je les donne,
il suffit que vous m'envoyiez un mail à cette adresse, lhcpchamodo@gmail.com, et je vous enverrai une liste de formules magiques à dire à haute voix, ce qui vous permettra d'avoir déjà un impact important sur vos cellules. Alors, j'attire votre attention. Quand un mystique dit « quand l'âme agit, ça donne la magie », eh bien, c'est exactement la même chose que ce qui se passe quand vous agissez en tant que conscience. Si, quand vous agissez en tant que conscience, et c'est les scientifiques qui disent ça, c'est la même chose que d'agir en tant qu'âme, puisque l'âme est la conscience. Ça veut dire que quand vous agissez en tant que conscience, c'est-à-dire par l'intention, avec l'effet observateur, vous faites de la magie, tout simplement. Et j'attire votre attention que si vous dites une formule magique, même positive pour quelqu'un qui ne vous l'a pas demandé, vous ne respectez pas son libre arbitre. Et donc, ça s'appelle de la magie noire et je ne vous conseille pas d'essayer. Donc, voilà quelques petites précautions dont je parlerai. Ensuite, l'intention par la visualisation. Eh bien, on a vu qu'on était capable de créer des hologrammes, de charger ces hologrammes d'informations et d'envoyer cette image holographique sur des œufs de poule. Eh bien, nous, on peut, avec notre conscience, créer un hologramme, la charger d'informations et l'envoyer sur les cellules, et ça marche de la même manière. Comment je vérifie l'efficacité? Ben, je vous expliquais l'angle tout à l'heure. Hein. Donc, si j'utilise les outils matérialistes pour allonger un tissu, c'est-à-dire si je prends le tissu par les deux extrémités que je tire dessus, ben, sur 5 cm de rétraction, j'ai 2 mm au bout d'une heure, ça tient 1 heure, et 1 heure après, c'est à nouveau 5 cm de rétraction, donc ça ne marche pas. Si j'utilise les 4 intentions et que je crée un champ d'amour, j'obtiens de bien meilleurs résultats, puisque j'obtiens 2 cm sur 5 cm. Mais ça veut dire qu'il manque 3 cm. Et pourquoi est-ce qu'il manque 3 cm? Eh bien, ça fera l'objet de la dernière conférence que je donnerai, parce qu'il manque une pièce du puzzle. Et la pièce du puzzle, c'est l'holographie. Je crois qu'on va finir par arriver au bout de la conférence ce soir. Et donc, l'holographie, si notre corps est une image holographique de la conscience, ça a ça a effectivement des conséquences extrêmement importantes. Et donc, j'expliquerai dans cette conférence sur l'holographie quelles conséquences ça a. Et donc, tout ça, c'est basé sur des preuves scientifiques, évidemment. Donc, si nous sommes un hologramme et si notre corps est une image holographique, ben ça change tout. J'explique simplement quelque chose de très concret. Par exemple, j'ai une hanche bloquée. Il faut savoir que quand la hanche est bloquée, ça veut dire que les tissus mous qui croisent la hanche sont très courts et ça veut dire que ça comprime l'articulation et que la pression dans l'articulation augmente. Or, quand vous augmentez la pression dans l'articulation et que vous frottez le cartilage contre le cartilage, vous usez 10 fois plus vite le cartilage. Et quand le cartilage est usé, ben on vous dit que vous avez de l'arthrose et on vous propose une prothèse totale de hanche. Autrement dit, si vous voulez éviter la prothèse totale de hanche, il faut que la pression diminue. Et pour que la pression diminue, il faut que les tissus qui croisent la hanche se rallongent. Et donc, si simplement le fait que le corps soit un hologramme, ça veut dire que si vous agissez sur ce muscle, ça va avoir un impact sur tout le corps qui va s'améliorer. Mais ça, c'est la conséquence la plus connue. Mais par contre, une autre qui est moins connue et qui va donc être extrêmement importante dans l'orientation des stratégies, c'est que si vous voulez qu'un point soit parfait, si ce muscle de la hanche doit être parfait, eh bien, vous devez non seulement agir sur ce muscle, mais vous devez agir sur toutes les cellules du corps pour que ce muscle se rallonge complètement. Et donc, ça va nous obliger à une action globale, c'est-à-dire qu'on va utiliser ces outils quantiques et cette unité qu'on a pu recréer, mais d'une manière globale, c'est-à-dire sur toutes les cellules et sur toutes les lésions osteopathiques et sur tous les points énergétiques. Et là, vous avez donc une vision à peu près globale de ce qu'est la libération holographique du cœur péricarde. Alors, évidemment, j'expliquerai dans cette conférence sur l'aspect global, qui est David Bohm, qu'est-ce que c'est que la théorie de l'ordre implicite, qu'est-ce que c'est que l'holisme, et quels sont tous les travaux qui ont été faits par rapport à l'holographie, que vous puissiez comprendre pourquoi la libération du péricarde est holographique.
Alors, les résultats physiques, les résultats de la LHP, on en a parlé la dernière fois. Et je crois qu'on a à peu près bouclé la conférence pour aujourd'hui. Oui. Voilà. Donc, on est arrivé, hein, finalement. C'est très bien. Bravo, tu as été très synthétique en nous donnant tout un tas de connaissances. Donc, bravo. Je sais que c'est un challenge pour toi. Tu as tellement envie de donner. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, je double-clique sur la flèche verte, c'est ça? Voilà, pour revenir avec nous. Tout à fait. Bon, alors voilà. Comme ça, on va pouvoir prendre les questions. Voilà. Déjà, il y a Jérôme qui dit c'est énorme sa méthode. Voilà. Oui. Alors, Jérôme qui dit j'ai pas eu le temps de noter son mail. En fait, tu as toutes les informations sous la conférence, enfin sous la vidéo. Comme dans toutes les vidéos, vous avez les informations de chaque intervenant. Donc, de Jean-Pierre, tu as son mail sous la vidéo dans la description. Mais alors, Christine qui dit merci Jean-Pierre, que c'est beau de enfin prouver que la magie existe. Mon âme d'enfant se réjouit en moi. Oui. Et ça explique aussi le chamanisme, hein, c'est le même principe. Les chamans, les magiciens font de la physique quantique, hein, sans le savoir, tout simplement. Alors, il y a Christine toujours qui me pose une question, qui dit Gwénoline, pourrais-tu parler du syndrome du cœur brisé, cause de crise cardiaque, conséquence d'un immense chagrin? Les radios le prouvent, le cœur a changé de forme, c'est mon cas, l'ostéo m'a guéri. Alors, il y a plusieurs choses qui peuvent se produire par rapport à ce cœur brisé. Il faut savoir que le péricarde, c'est une enveloppe qui entoure le cœur et qui est là pour protéger le cœur et fait partie des tissus qu'on appelle fascia. Il faut savoir que des toutes dernières découvertes sur les fascias ont démontré que les cellules du fascia, quand elles sont soumises à des hormones de stress, diminuent de volume de 50%. C'est énorme. Ça veut dire que le fascia est le tissu qui se raccourcit le plus à cause des hormones de stress. Et quand le fascia qui entoure le cœur se rétracte, eh bien, ça comprime le cœur. Et le cœur, il n'aime pas ça du tout. Alors, ça peut agir sur les artères coronaires, mais ça peut agir aussi sur le cœur et donner ce que j'appelais des péricardites et que j'ai expliqué à la première conférence. Je reviendrai sur les détails anatomiques. Ça, c'est la première chose. Donc, il peut y avoir une péricardite. Il peut y avoir aussi une vasoconstriction des artères coronaires qui débouche sur un infarctus du myocarde. Là, on est dans une pathologie cardiaque. Mais il peut y avoir aussi des troubles du rythme cardiaque qui sont dus aux hormones de stress. Alors, il est clair que un problème de cœur, c'est un gros stress. On est bien d'accord. Et alors, pour info, toutes les conférences qu'on va faire la prochaine, c'est le 29 janvier, toujours à 20h sur Gwénoline TV. Et je vais vous mettre, parce que je ne l'ai pas encore mis, tout le programme des conférences mensuelles, puisque Jean-Pierre va donner une conférence mensuelle pour détailler, parce que là, on a vraiment posé le sujet, et maintenant, on va rentrer dans les détails. Là, je vois une question de Méjean qui dit « Oui, ça aide pour les prises de conscience, mais j'ai l'impression de ne pas avancer plus que ça. » En fait, là, c'est le début des conférences. Donc, il faut avoir une vue d'ensemble globale. Alors, il y a une chose qu'il faut comprendre par rapport à ça, c'est que quand vous lisez un livre de sagesse qui est parfaitement écrit dans un français parfait, si vous savez, les livres de sagesse, qu'est-ce qu'ils vous rapportent? Ils vous apportent des expériences. Si l'expérience est décrite d'une manière parfaite en français, mais que vous n'avez pas vécu cette expérience, ça ne va pas vous parler du tout. C'est la différence entre la théorie et la pratique. Je peux écrire un livre sur une pomme, mais tant que vous n'avez pas goûté à la pomme, vous ne saurez pas ce que c'est, même si je décris dans tous les détails sur un livre ce que c'est qu'une pomme. Donc, c'est vrai que la connaissance intellectuelle n'est qu'un premier pas. Après, vous avez à passer à l'expérience si vous voulez vraiment avancer. Voilà, tout à fait. C'est pour ça que toi, tu donnes des stages, tu formes aussi des thérapeutes à ta méthode. Et c'est pour ça qu'on va aussi, enfin, tu donnes aussi des consultations à distance ou en présence physique. Mais c'est pour ça que on a des gens qui nous aident, qu'on va faire des séances ou des stages pour faire des ateliers concrets. Parce qu'on a besoin d'allier la théorie, ce qui est dans la tête, à la pratique pour le vivre. Tout à fait. Alors, il y a deux expériences que je peux proposer de vivre. La première expérience, c'est que vous receviez un soin
parce que vous allez vivre dans votre corps quelque chose qui est vraiment très intense. Donc, on en a parlé à la dernière conférence. Et la deuxième chose, c'est de faire la formation. Pourquoi? Parce que dans la formation, vous allez vous servir de votre effet observateur et de votre conscience, et vous allez réaliser, en voyant l'impact de votre verbe créateur, de votre intention par la pensée, par la visualisation, sur le corps de l'autre, vous allez dire, mais c'est moi qui fais ça? Ben oui, c'est vous qui faites ça. Vous êtes une conscience créatrice, effectivement. Et d'ailleurs, j'aimerais dire que tu seras au salon Bien-être et Médecine Douce à Paris du 31 janvier au 4 février. Donc, ceux qui veulent voir Jean-Pierre, je pense que tu fais des mini-soins sur le stand aussi de 10 minutes, c'est ça? C'est ça, alors des mini-soins de 10 minutes, donc pendant le salon. Et après le salon, pendant 4 jours, je donne des vraies conférences. Et il reste quelques places, je crois 3 ou 4 places pour les 4-5 jours qui suivent. Alors, tu donnes des consultations de 1 heure, 1h30 à 2 heures, du 6 février au 9 février. Oui, au choix 1 heure ou bien 2 heures. Ah, pardon. Voilà, donc pour ceux qui sont intéressés et qui sont sur Paris, sinon tu as d'autres endroits, on pourra en parler tout à l'heure. Oui, ah ben oui, d'accord, si c'est tout à l'heure, pas de problème. Ah ben non, on donne maintenant, dis maintenant. Alors, je peux vous les donner maintenant. Habituellement, donc, je donne des consultations donc à Marly, près de Fribourg, en Suisse, mais il est très probable que d'ici quelques mois, ce soit en Vendée, à la Chapelle-Hermier exactement, qui est près de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Voilà. D'accord. Mais ça, ce sera dans quelques mois. D'accord. Bah, de toute façon, on est chaque mois ensemble, donc on va avoir les infos au fur et à mesure. Et à Paris, à chaque fois que je viendrai à Paris, bien sûr. Voilà, tu viendras régulièrement à Paris et puis on l'annoncera lors des directs dès que tu seras là. Alors, toutes les dates de tous les événements sont sur mon site internet. Voilà. Et il y a Richard qui dit, peut-on se former sur la méthode? Donnes-tu des formations? Donc oui. Alors oui, la formation, elle est très claire. Si vous étiez des corps physiques uniquement et des cerveaux physiques de matière, il vous faudrait plus de 40 ans pour arriver au niveau où j'en suis. Mais il se trouve que par chance, nous sommes tous des consciences et que grâce à ça, eh bien, il suffira de 6 stages de 3 jours, c'est-à-dire de 18 jours pour que vous puissiez faire ce que je fais et avoir des résultats qui vous sembleront extraordinaires. Tu m'as encore raconté une expérience de cet après-midi que tu as eue avec une personne que tu as vue en conférence ensemble. Du coup, elle est venue te voir. La conférence et qui est venue en Suisse cet après-midi, oui. Et tu me disais c'était incroyable parce que il y avait plein d'amour dans la pièce. Tu disais que c'était waouh. Oui, alors bon, c'est vrai que si je le décris comme ça et que vous ne l'avez pas vécu, ça va vous sembler trop pour être vrai, mais ça s'est effectivement passé. C'est du domaine du subtil, mais du domaine du subtil qu'on sent quand même très très bien. Et c'est vrai que quand toutes les cellules sont ouvertes, à la fin de la séance, ben les gens sentent leur âme, puisque quand les cellules sont fermées, l'âme est enfermée dans les cellules, on ne la sent plus. Et donc comme l'âme c'est l'amour, la paix, la joie, eh bien au début de la séance, les gens qui sont fermés ne sentent pas l'amour, la paix, la joie qu'ils sont. Ils sont tourmentés, ils ont perdu la joie de vivre, etc., etc. C'est ce qu'on appelle le mal-être. Mais à la fin de la conférence, quand toutes les cellules sont ouvertes, ce qui est le cas à la fin de la conférence, eh bien, donc les gens ont un ressenti qui est vraiment extraordinaire. Ils parles de la conférence ou de la consultation? La consultation, excuse-moi. La consultation, ils ont un ressenti. Ils se sentent, elle m'a dit, merveilleusement bien parce que elle pouvait pas me dire qu'elle se sentait bien, ça représentait pas ce qu'elle ressentait, si tu veux. C'était vraiment merveilleusement bien. Et il s'est passé ce que j'ai expliqué la dernière fois, mais ça, bon, moi j'ai un petit peu l'habitude parce que je vois ça tous les jours. Mais c'est mon quotidien, mais ça n'empêche que je suis émerveillé à chaque fois. Et mais c'est partant que c'est la première fois que je vois une personne qui me dit mais je vous aime. Habituellement, j'ai un merci qui sort du cœur. Mais là, c'était vraiment l'élan de l'âme, quoi. Il y a des gens déjà qui m'ont sauté au cou à la fin de la séance. C'est pour exprimer l'état dans lequel ils sont, quoi. Hein. Et donc, on baigne dans un bain qui est d'une douceur extraordinaire et ils sentent que c'est doux dans la pièce. C'est quoi? Ben, c'est leur âme qui est en expansion, qui habite toute la pièce, tout simplement. Et je suis en train de leur expliquer que ce qu'ils sentent et qui est tellement agréable, c'est leur âme.
il la sentait pas au début de la séance parce qu'elle est enfermée dans les cellules, mais quand on libère l'âme, on la sent. Et c'est très agréable, et c'est pour ça que j'appelle ça le bien-être. Mais bien-être, c'est très peu représentatif de ce que les gens vivent. Il faut vraiment vivre l'expérience pour se rendre compte, quoi. Alors, j'avais une autre question de Jérôme qui dit, faut-il être dans le médical? Aucun prérequis médical ou d'anatomie. Vous pouvez suivre aisément tous les stages sans aucun prérequis, sans aucune connaissance ni médicale ni anatomique. Il n'y a aucun souci. Alors, donc voilà, il y en a qui aimeraient bien découvrir tes soins. Donc, je vous invite à regarder sur le site. Et puis, voilà, dans l'ensemble, tout le monde est très content. Il y a Christine qui dit OK, qui répond par rapport à la pharmaceutique. Ce qui est intéressant sur la pharmaceutique, je comprends pourquoi ils défendent leur beefsteak, parce qu'ils gagnent 90% de bénéfices. Ah ben, donc, on comprend pourquoi ils ne lâchent pas le morceau. On comprend pourquoi la recherche concernant l'information n'est pas beaucoup financée. Voilà. Voilà, c'est pas leur priorité des personnes comme toi. Donc, écoute, merci beaucoup Jean-Pierre. C'est du pur bonheur. Ces informations-là, c'est un condensé d'expérience, de ton apprentissage que tu nous partages. Donc, merci. Avec grand plaisir. Et puis, vous savez qu'à la fin du mois, donc le 29 janvier, la prochaine conférence avec Jean-Pierre sera En finir avec les problèmes. Ça, c'est le thème. Et donc, ce sera en direct sur Gwénoline TV. Et si vous voulez rester en contact avec moi, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous verrez les diffusions en ligne et les vidéos apparaître dans votre historique. Et puis, pour en savoir plus sur Jean-Pierre, vous pouvez aller consulter son site qui est sous la vidéo. Je te laisse le mot de la fin, Jean-Pierre. Moi, je vous embrasse très fort, je vous aime et je vous remercie d'être là et de nous permettre de partager ça tous ensemble et d'enrichir toujours ces conférences avec vos questions. Voilà, je te laisse le mot de la fin, Jean-Pierre. Le mot de la fin, ça ne peut être qu'un merci énorme. Un merci énorme donc à toutes les personnes qui écoutent et qui sont sur ce chemin de conscience. Un merci énorme à toi, Gwénoline, qui est l'intermédiaire et qui permet justement l'accès à ces informations. Et puis, pour le cœur que tu es et pour l'amour que tu es aussi. Merci beaucoup. On vous embrasse. Bonne soirée.